Ils ont considéré que c'était un massacre. Ils ont considéré que c'était un acte terroriste. Mais dans la grande, si vous voulez, la grande mouvance de la résistance, ils considèrent que cela peut être un acte de résistance, mais ils ont condamné. Marilyn Pacouré, bonjour. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous voir Regard Protestant en vidéo. On vous reçoit dans le cadre de tout ce débat, toutes ces réflexions, toute cette inquiétude que nous partageons les uns les autres sur la situation en Israël et en Palestine, depuis l'attaque du 7 octobre jusqu'à maintenant ces bombardements sur Gaza. Donc, dites-nous un peu d'où vous parlez, c'est-à-dire de quelle association, de quel groupe vous faites partie. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Chrétiens de la Méditerranée, qui a à voir avec la situation au Maghreb et au Machrek, donc tout ce qui est le pourtour de la Méditerranée. Et par conséquent, nous avons partie liée avec la situation, bien entendu, en Israël et en Palestine. Et je suis également membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle les Amis de Sabeel France. D'accord. Dites-nous un peu ce qu'est cette association, qui est une association qui est en Palestine, directement. Sabeel Jérusalem, oui, est une association qui a été créée en Palestine, qui regroupe des chrétiens palestiniens et qui sont, comme ils le disent, avant tout palestiniens et chrétiens, et qui ont essentiellement pour mission d'organiser des temps de rencontre, des temps d'échange, non seulement avec les Palestiniens chrétiens, mais avec les Palestiniens de toute confession, ou avec des Israéliens également, juifs ou non juifs. D'accord. Que signifie Sabeel? C'est un mot arabe? C'est la source. La source. Ça signifie en arabe la source. Et donc l'objectif... Le chemin. L'objectif de cette association, c'est quoi? C'est de travailler... Alors ça a à voir avec la théologie de la libération. Donc, ces membres, si vous voulez, prennent position en tant que chrétiens, en tant que connaisseurs de la Bible et en tant que citoyens palestiniens ou citoyens palestiniens israéliens, puisqu'il y a aussi une association, ou il y avait une association en tout cas qui fonctionnait à Nazareth, donc dans le territoire israélien, et qui donc regroupe des chrétiens palestiniens citoyens d'Israël. Donc dans ces chrétiens, il y a un peu tout. Il y a des catholiques, des orthodoxes, des protestants. Oui. Oui, c'est ça, c'est très œcuménique. C'est œcuménique, oui. Alors, dites-nous un peu quelle est la situation de ces chrétiens de Palestine. Comment ils vivent ce conflit, comment ils se situent par rapport à toute la difficulté, le drame de ce conflit. Est-ce qu'ils se situent délibérément du côté palestinien? Est-ce qu'ils essaient de faire un pont entre les communautés? Quelle est leur position exacte? Eh bien, écoutez, c'est les deux à la fois. Évidemment, ils se situent comme palestiniens, puisqu'ils le revendiquent, ils le disent. Mais ils sont aussi dans une démarche de rencontre et de partage avec des citoyens israéliens de confession juive. Donc ils essaient de dialoguer avec bien sûr qu'ils essaient de dialoguer, bien sûr, évidemment. Ils construisent des ponts, des chemins de rencontre, et de toute façon, Sabeel, voulant dire la source ou le chemin, ils sont dans cette démarche-là de rencontrer l'autre. Ils vivent côte à côte, pas toujours bien, mais en tout cas, ils vivent côte à côte, et par conséquent, ils se tournent vers leurs amis, on peut dire, en tout cas tous ceux qui sont de bonne volonté, pour non seulement étudier l'histoire de cette situation, d'où vient cette situation, mais également pour pouvoir tracer des voies, tracer des routes de dialogue. D'accord. Alors, revenons à l'actualité, par rapport à cet acte de Hamas, comment eux ils le qualifient? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un acte de résistance, de la résistance palestinienne, ou est-ce que c'est autre chose? Ils ont condamné, en tout cas en ce qui concerne cette association, Sabeel Jérusalem. Je ne connais pas toutes les associations. Non, on parle de cette association. Mais je parle de cette association. Ils ont condamné, bien entendu.
Ils ont condamné, comme nous condamnons. Ils ont en considéré France, un certain nombre d'associations chrétiennes, pas toutes. Ils ont considéré que c'était un acte terroriste, que ce n'était pas la résistance palestinienne. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Alors ça, c'est très... Si vous voulez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils ont considéré que c'était un massacre. Ils ont considéré que c'était un acte terroriste. Mais dans la grande, si vous voulez, la grande mouvance de la résistance, ils considèrent que cela peut être un acte de résistance, mais ils ont condamné. C'est ambigu comme situation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Écoutez, est-ce que vous pensez, vous, que c'est ambigu? Je ne sais pas. J'écoute ce que vous dites. Que si on reprend un certain nombre de considérations, par exemple, des Nations Unies, de l'ONU. L'ONU fait remarquer que tous les peuples ont droit à la résistance, quelle que soit cette résistance. C'est aussi simple que ça. Donc, ça n'empêche pas, en effet, une fois que nous avons posé ce postulat, ça n'empêche pas de dire, mais oui, mais cet acte-là, même s'il est considéré comme un acte de résistance, c'est un acte de résistance de terreur. Vous voyez, puisque ça a touché des populations civiles, des populations innocentes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des non-combattants. Sans parler des otages, prendre 250... Et puis, absolument, ben, bien sûr, bien sûr. Donc évidemment que c'est à condamner. Ce sont des populations civiles. Les populations civiles ne sont pas dans la mouvance, ne sont pas armées, ne sont pas des militaires, ne sont pas des soldats. Donc voilà, ça a été un acte de résistance, mais c'est un acte condamnable. Enfin, c'est pas ambigu. Pour moi, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Hamas a fait après cette décision, parce qu'il paraît que c'est pas depuis, ils n'ont pas préparé ça en 5 minutes, ils ont préparé ça depuis plusieurs années, semble-t-il. Ils ont déclaré, ils ont pris le peuple de Gaza, ils ont pris les Palestiniens en otage, mais ils savaient très bien qu'il y aurait une réaction épouvantable et terrible d'Israël. Est-ce que c'est une déclaration de guerre, finalement, qu'ils ont faite, là? Alors, comment vous l'analysez? Je ne fais pas partie de Hamas. Je sais bien. Je ne suis pas dans leur stratégie, dans leur stratégie de terreur. Oui. Sans doute, après avoir écouté tous les commentaires des experts, politologues, etc., historiens, bien entendu que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Évidemment que ça a dû être préparé de longue date. Ça a été préparé de longue date parce que ça devait avoir un effet, justement, de terreur. Non seulement sur la population civile, mais également sur le gouvernement israélien. La preuve, c'est que, ce n'est pas moi qui l'invente, mais le gouvernement israélien, en la personne notamment de Benjamin Netanyahou, a dit, effectivement, nous avons été surpris. Et c'est ce que tous les experts autour qui ont analysé cette attaque disent. Donc, moi, je me rends à cette analyse-là, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'aide, et notamment financière, de la part d'un certain nombre de pays voisins. Mais c'est plus que ça. En Israël, l'Israël parle de sidération. Dans la mesure où, pour eux, c'est un pogrom. Ça rappelle, non pas la Shoah directement, mais un massacre de Juifs. Il n'y en a jamais eu de cette ampleur-là depuis qu'Israël existe. Donc pour eux, ça les a rendus dans un état de sidération qui est énorme, qui rejoint leur histoire profonde au cours des siècles. Est-ce que vous entendez ça comme ça par rapport à Israël? Bien sûr, mais nous-mêmes, nous avons été sidérés. Oui. Nous-mêmes. Mais ça a appelé une réaction... Mais voilà, mais ça a appelé une réaction. En même temps, ça a appelé une réaction épouvantable d'Israël aujourd'hui. Ça ne justifie pas. C'est une horreur totale. Je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à cette partie du monde ou dont les implications dans la société civile sur cette région du monde s'intéressent évidemment à cette question d'Israël-Palestine, évidemment. Mais il y a eu évidemment une réponse totalement en tout cas une réponse de cette ampleur-là totalement inattendue également. Qui
Bien entendu, je pense qu'on s'attendait à une réaction de l'armée israélienne. Et je dirais que c'est une réaction de groupe armé à groupe armé, n'est-ce pas? De défense d'un territoire. Ça, on ne peut pas l'occulter. Mais personne ne s'attendait à une réaction aussi violente sur la population de Gaza. Et est-ce que la population de Gaza est un otage de Hamas? C'est la question qu'on peut se poser. C'est la question qu'on peut se poser, sachant que Hamas vit à Gaza. Hamas, la branche politique, on va dire, de Hamas, qui a été élue à Gaza, vit évidemment, a été élue par le peuple palestinien de Gaza et vit évidemment au milieu du peuple palestinien de Gaza. Ils ont des ministres, ils ont des représentants parlementaires, enfin, etc., etc. Donc, évidemment qu'ils y vivent. Évidemment alors, est-ce qu'ils s'attendaient à une réponse aussi tragique? Ils pouvaient l'imaginer. Sans doute. Donc, dans ce sens-là, ils ont pris en otage les gens qui habitent Gaza, honnêtement. S'ils ont délibérément fait un acte aussi violent, ça ne pouvait pas rester impuni. Ils savaient, à la limite, est-ce que ce n'est pas un piège qui a été tendu à Israël? Alors, oui, est-ce que c'est un piège qui a été tendu à Israël? Parce qu'aujourd'hui, on a une situation incroyable. Est-ce que c'est un piège pour les Gazaouis? En tout cas, c'est un piège pour les Gazaouis. C'est un piège pour les Gazaouis, on est d'accord. Les Gazaouis, ne l'oublions pas, qui vivent quand même dans cette petite bande de à peine 400 km², avec 2,5 millions d'habitants, sous un siège, sous un blocus depuis 16 ans quand même. Le blocus ne date pas du 7 octobre. Hein. Le blocus total, oui, sans eau, sans électricité, sans carburant, oui. Mais ça fait 16 ans que le peuple de Gaza vivait sous blocus. On me faisait remarquer, une personne que j'ai interrogée me faisait remarquer que le blocus est des deux côtés. Il y a un blocus du côté israélien, il y a un blocus aussi du côté égyptien. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'ouverture sur l'Égypte. Parce qu'il y a des accords entre Égypte et Israël. Oui, c'est aussi parce que ce peuple palestinien est abandonné. Sinon, pourquoi l'Égypte n'ouvrirait pas son point de passage de Rafah? Parce qu'ils n'ont pas envie non plus d'avoir des gens du Hamas sur leur territoire. Là, dans ce sens-là, oui. Mais pour faire entrer des camions, de la nourriture, etc., depuis 16 ans, ça aurait été possible. Et bon, ça n'a pas empêché la construction de tunnels, quand même. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est surprenant parce que à la fois à Gaza, ils n'ont pas les moyens de se développer, ils n'ont pas d'argent pour pour développer cette région, cette plus petite région. Par contre, ils ont créé des tunnels, ils ont fait une organisation militaire extraordinaire, ce qui veut dire que leur souci au Hamas, c'est pas du tout de développer cette région-là, mais c'est de faire la guerre, de détruire Israël. C'est un peu le sens qu'on peut lire à travers tout ça, non? Oui, enfin, nuançons. Enfin, je ne défends pas du tout. Hamas, c'est deux branches. Hein. Ouais. La branche politique, comme je l'ai dit à l'instant, qui domine, qui règne. Hein, une branche militaire. Mais qui règne d'un point de vue parlementaire, à la limite, je dirais, enfin, qui a été élu. Et puis la branche militaire, voilà. Et les deux têtes de pont ne sont pas au même endroit, d'ailleurs. Hein. Bon. Alors, oui. Il faut rappeler quand même que la branche politique de Hamas a modifié sa charte. Je ne dis pas que ce sont des personnages extraordinaires qu'il faut vénérer, pas du tout. Hein. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais en tout cas, il faut le reconnaître lorsqu'on parle de cette situation qui est terriblement complexe, non pas compliquée, mais complexe, avec des interférences un peu de tous côtés, y compris des pays arabes, de la communauté internationale, de l'Europe, de la France. Bon, il faut le reconnaître et être honnête. Hamas Politique avait modifié sa charte. Mais quand même, le logo du Hamas, c'est la mosquée d'Omar qui est sur le parvis du temple. Donc, oui, bon, mais moi je suis pas là pour défendre ce mouvement politique ni ce mouvement des groupes armés. Hein, parce que l'objectif de gens comme ça, est-ce que c'est d'avoir deux États, de donner un État à la Palestine, ou c'est d'éradiquer Israël?
L'objectif de Hamas? Oui. Alors, encore une fois, il y a les deux tendances. Maintenant, avec cette changement, on va dire, léger changement dans la charte du mouvement politique. Mais encore une fois, est-ce que c'est ça le plus important? Ça, c'est ce qui ressort maintenant dans cette terrible guerre. Mais est-ce que réellement, la question c'est soutien à Hamas ou pas soutien à Hamas, ou soutien à Israël, pas soutien à Israël? Non, mais la question de fond, c'est voilà, est-ce qu'il y a une place pour deux États? Est-ce qu'on voit des manifestations de Palestiniens aux États-Unis, partout, de gens d'ailleurs dans l'ambiance woke qui disent free Palestine du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'Israël. Il y a des gens qui défendent ça. Oui, bon, et alors? Moi, je veux dire, je ne défends pas cette... Vous ne défendez pas du tout cette position, c'est très clair. Mais non. Et les chrétiens... Après avoir été sur place, on ne peut pas. Voilà, ça c'est intéressant. On est conscient, quand même, et y compris tous les mouvements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ne réclament absolument pas ça. Vous discutez avec les Palestiniens dans la rue. Alors, je ne dis pas en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est quand même terrible. Très tendu, oui. C'est très tendu, mais c'est surtout tragique. Tragique, non seulement sur Gaza, parce que plus de 6 000 bombes, plus de 10 000 personnes tuées, dont la moitié d'enfants, des otages qui sont encore sur place, on ne sait pas où, etc. Des hôpitaux qui sont bombardés, des écoles de l'UNRWA qui sont bombardées. C'est sûr que la situation à Gaza est terrible et tragique d'un point de vue humain et humanitaire, mais la situation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est n'est pas la meilleure, là, en ce moment, pour que les deux peuples, d'un côté et de l'autre, trouvent des solutions, y compris des solutions politiques immédiates. En Cisjordanie, c'est terrible ce qui se passe. Justement, vous disiez que vous avez fait une mission pour le Conseil œcuménique des Églises, vous allez en Israël, en Palestine chaque année. Comment vous analysez-vous, vous venez de dire un peu la situation des Palestiniens? Vous pensez que la majorité des Palestiniens est sensible à l'idée qu'il faut que deux États existent sur ce territoire? Ça dépend. Ça dépend des groupes. C'est une question très, très intéressante à poser sur la table. Cette question de un État pour les deux peuples, deux États, un chacun, un État pour chaque peuple, séparés, dans des conditions sécuritaires maximum, avec des frontières reconnues, avec etc., etc. Les résolutions de l'ONU, on n'invente pas, c'est le droit international. Il y a énormément de discussions, mais depuis quelques années, autour de cette question-là. Les uns disant, oui, il faut quand même deux États. Les autres disant, mais c'est une solution qui ne peut plus exister, vu le morcellement, comme moi je l'ai vu sur place l'année dernière, puisque j'y suis restée pendant 3 mois, dans le cadre donc de cette mission avec le Conseil œcuménique des Églises, où nous apportions un accompagnement auprès des populations les plus exposées, les plus en difficulté, mais où nous envoyions chaque soir, donc quotidiennement, des rapports aux ONG de défense des droits de l'homme et à l'ONU et à la Commission des droits de l'homme à l'Europe. Moi, je dirais que c'est une question que le peuple palestinien doit déterminer avec le peuple israélien. Malheureusement, ce n'est pas la tendance à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, avec cette guerre, parce que c'est une guerre qui se déroule. Il y a quand même sur place, en tout cas moi, lorsque j'y étais, des rencontres entre Israéliens et Palestiniens. Parce que comme je le disais également, ou des Juifs et des musulmans, des Juifs, des chrétiens, des musulmans, nous, on a été en contact certains jours avec des rabbins qui venaient expliquer la situation présente et avec qui on a beaucoup échangé. Et sur place, en Israël même, il y a des mouvements juifs qui réclament aussi ces deux États, ou en tout cas qui se réclament pour la paix,
dans la justice, et ça veut dire quelque chose, la paix dans la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, justement? Ça veut dire que construire la paix avec des gens qui vivent sous occupation, c'est pas possible. Et quelle est la justice pour des gens qui vivent sous occupation? C'est qu'ils puissent se déplacer. Parce qu'avec les plus de 700 kilomètres du mur sur place, c'est un incroyable déni de justice, là aussi. Les Palestiniens ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent pas aller... par exemple, les Palestiniens qui vivent à Bethléem, qui voudraient aller à Jérusalem, ils ont ce qu'on appelle un énorme checkpoint. Et ils sont contrôlés jour après jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, selon le nombre de fois où ils veulent s'y rendre, pour travailler, pour aller à l'hôpital, pour aller à l'université, pour aller à l'école, pour rencontrer de la famille. Il y a plus de 100 permis accordés aux Palestiniens. Et vous voyez, peut-être qu'on n'imagine pas assez en France ce que ça peut représenter, ces obligations-là, ce passage des checkpoints, avec la possibilité d'être à la merci du soldat qui vous laissera passer ou pas. Combien de gens on a interrogés au checkpoint parce qu'on y restait 3 fois par semaine pendant 2 heures? Combien de gens, de Palestiniens avons-nous interrogés en disant « Mais vous avez été refoulés, vous pouvez nous dire la raison pour laquelle vous avez été refoulés ?» No reason. On a notre carte d'identité, on a notre autorisation médicale ou autorisation de travail, etc. Mais aujourd'hui, le soldat que j'ai eu en face de moi a dit non. Ça veut dire que personne ne te fait confiance. Non, mais d'accord, mais ça veut dire que les Israéliens ne font absolument pas confiance. C'est ça qui est le plus grave. Ça veut dire que les soldats ont été entraînés à ce type d'attitude et de comportement. Nous sommes les occupants, nous pouvons faire ce que nous voulons. Moi, pour en avoir discuté avec des soldats ou avec des policiers des forces de sécurité intérieure, nous sommes des policiers, nous sommes des soldats et nous faisons ce que nous voulons. Ouais. En même temps, donc ça, c'est un manque. Ça, c'est pas la justice. Lorsqu'on vous chasse de chez vous, qu'on vous prend votre maison, votre terre, qu'on brûle vos oliviers, qu'on vous empêche de récolter, parce que ça, je l'ai vu. Ouais, c'est clair. Nous avons aidé les paysans, les agriculteurs palestiniens à la cueillette des olives, mais c'est complètement anormal d'avoir à aider des gens dans leurs champs sous prétexte que des colons viennent accompagnés par l'armée pour vous empêcher de récolter. Ça, c'est une injustice. Et tout ça sont des injustices qui durent depuis 75 ans. Une personne que j'ai interrogée hier, qui a des amis, qui a de la famille en Palestine, en Israël et Palestine, me disait que on ne peut pas savoir non plus le nombre d'attentats qu'il y a eu depuis 10 ans. Elle disait, il y en a, je ne sais pas combien, il y en a eu des centaines qui ont fait chaque fois des blessés, des morts, en Israël, fait par, au cours des intifadas. Et elle me disait que la population israélienne était excédée par ça. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la droite la plus extrême a eu des voix, parce que les gens en Israël étaient excédés de ça. Donc c'est des souffrances qui s'opposent tout le temps. Et la question que je me pose souvent, c'est comment on peut sortir de cette dilemme terrible, parce qu'on oppose des souffrances les unes aux autres. Ce que vous décrivez est parfaitement la vérité, il n'y a pas de débat. Mais de dire que les Israéliens vivent dans un pays pacifique, pacifié, non, absolument pas. Ils sont sur le pied de guerre tout le temps, quoi. Et c'est des choses qui sont... Donc les réactions d'un côté comme de l'autre sont, à la limite, j'allais dire, légitimes. Elles se comprennent, en tout cas. Comment vous comprenez ça? Oui, mais bien sûr, on ne peut pas annihiler, on ne peut pas dénier la souffrance que certains Israéliens subissent. Évidemment que non. Évidemment, il y a la peur également. Vous parliez d'attentats, bon, ok, il y en a eu. Mais est-ce que justement, d'avoir construit ce mur, d'avoir empêché la liberté de circulation des Palestiniens, a empêché l'attaque de Hamas? C'est pour ça qu'ils ont fait ce mur, parce qu'ils avaient... Donc, ils voulaient arrêter les oui, enfin, on n'arrête pas
on n'arrête pas une injustice par d'autres injustices. Par la force, d'ailleurs. Ce n'est pas possible. C'est ça, je pense qu'il faudrait entendre et qu'il faudrait comprendre. Encore, je ne vous ai pas parlé, y compris les colons qui vivent dans des colonies illégales. Ils sont enfermés. Est-ce que c'est une situation qui est acceptable pour un humain? Ils ont pris des terres, ils ont pris des maisons, mais au nom de quoi? Et pourquoi? Et tout ça génère effectivement, quand vous êtes humilié pendant des années et des années, quand vous êtes réfugié dans votre propre pays, dans un camp de réfugiés, l'UNRWA, comme sont les Palestiniens, qui sont dans des camps de réfugiés en Palestine, à côté de Bethléem, à côté de Ramallah, à côté de Naplouse, etc., etc. De génération en génération, depuis 48. Votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père est réfugié, et vous êtes vous-même un réfugié, avec pas les mêmes droits que les autres, dans le même pays. Tout ça, ça génère de la frustration, tout ça, ça génère sans doute de la haine, et pas toujours. Parce que pour en avoir parlé avec bon nombre de Palestiniens, y compris des Palestiniens musulmans, pas forcément des Palestiniens chrétiens, il n'y avait pas cette haine. Mais cette haine grandit. Cette haine grandit quand vous êtes jeune, que vous avez 12 ans, 13 ans, 15 ans, 14 ans, 18 ans, et que vous ne savez pas de quoi va être faite votre journée, parce que vous pouvez être arrêté du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, parce que peut-être vous êtes promené là où il ne fallait pas, ou que vous avez eu un mauvais regard, ou etc. Vous êtes arrêté, détenu, en détention administrative, renouvelable, de semaine en semaine ou de mois en mois, sans aucun droit pour vous défendre. Est-ce que c'est supportable? Est-ce que c'est admissible qu'on puisse continuer? Et là, je pense que la communauté internationale, les pays européens, ont une grande responsabilité à avoir laissé faire ça. Alors, est-ce que Palestiniens, Israéliens peuvent se retrouver maintenant sur une solution politique, un État, 2 États, mais comment? Quel État? Un État juif pour les Palestiniens ou un État à la fois palestinien et israélien, ou comment peut-on faire? Et la question, c'est la question aussi d'Israël. Quelle représente Israël pour les Juifs? C'est évident que c'est un refuge. C'est le pays, c'est une terre de refuge. S'il n'y a pas Israël, si ce n'est pas un État juif, il n'y a plus de terre de refuge. C'est ça qui est comme très difficile. C'est pour ça que la solution à 2 États, peut-être c'est la plus réaliste. Mais ce n'est pas à remettre en cause. Un État, pour les Juifs, on sait très bien d'où ça vient, etc. Voilà. Bon, en réparation des crimes contre l'humanité, contre la Shoah. Mais encore une fois, les pays européens ont une grande responsabilité dans l'affaire. Anna Arendt disait « Nous sommes la génération qui n'a pas pu empêcher ça ». Et effectivement, mais que font les pays européens pour que ça cesse, pour qu'enfin ces 2 peuples puissent vivre en paix et dans la justice? J'ai assisté, moi, à un procès grâce à une association palestinienne au tribunal militaire d'Ofer. Peut-être que je ne devrais pas le dire. Qui était israélien. C'est un tribunal militaire israélien, parce que sur place, les Israéliens sont jugés d'après des tribunaux civils, et les Palestiniens sont systématiquement jugés au tribunal militaire. Donc le procureur est militaire, le responsable, le juge est militaire, etc., etc. J'ai vu 12 jeunes pendant 1 heure. Des jeunes dont le plus jeune garçon avait 16 ans. Aucune charge précise n'ont été requises contre eux. Ils ont juste été soupçonnés d'avoir voulu, donc soupçonnés d'avoir voulu, pas soupçonnés d'avoir lancé, soupçonnés d'avoir eu l'intention de lancer des pierres. 3 minutes a eu l'avocat pour défendre chaque jeune.
3 minutes, à peine. Parce que le temps qu'il traduise de l'hébreu à l'arabe, le temps qu'il demande au garçon qu'il avait en face de lui s'il était bien, monsieur machin, est-ce que ses parents étaient là, est-ce que ses parents attendaient dans la cour, est-ce qu'il pouvait entrer dans ce tribunal pour assister au procès, est-ce que. Donc 2 minutes pour chaque enfant. Conclusion du procureur à chaque fois, reconduction de l'emprisonnement. Pour 1 semaine. Pour 1 semaine. Ça, c'est pas la justice. Ça, on ne peut pas l'accepter. Comme on ne peut pas accepter les arrestations arbitraires de jeunes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Pourtant, Israël est une démocratie, et c'est une démocratie la plus solide qu'il y a au Proche-Orient. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il n'y a pas tellement d'équivalents. C'est une démocratie. C'est une démocratie. Mais comme toute démocratie, le peuple a choisi l'année dernière un gouvernement d'extrême droite. Ouais. Nous sommes face à un gouvernement d'extrême droite. Je crois qu'après, les mots ont leur importance. Ouais. Mais il est largement mis en question aujourd'hui. Il y a un échec, Netanyahou, quand même. Tout le monde voit bien que cette défense des implantations des colonies a joué en défaveur d'Israël et justement a désarmé, a provoqué aussi une espèce d'allègement de la frontière sud qui a permis l'attaque du Hamas. Enfin, je veux dire, et là, il est totalement responsable de la situation actuelle. Enfin, beaucoup de gens disent ça, y compris en Israël. Mais Netanyahou n'est pas que l'État israélien. Il en est sa plus grande représentation politique, quand même. Oui, mais aujourd'hui... Et il s'est entouré de gens qui lui permettent... Oui, des extrémistes, des suprémacistes, des racistes. Oui, on peut le dire. Et ça, c'est pas remettre en cause l'État d'Israël. Bien au contraire. Enfin, si ton frère pêche, dis-lui. Mais vous, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Déjà, en tant que chrétien, je pense que on ne peut espérer que, évidemment, par la prière. On ne peut espérer qu'en l'humain. On ne peut que demander, plus qu'espérer, que demander avec les voies les plus humaines, on va dire, d'un cessez-le-feu. On ne peut qu'espérer un cessez-le-feu dans un premier temps. Enfin, c'est horrible ce qui se passe. C'est une tragédie ce qui se passe à Gaza. Tous les organismes de l'ONU le disent. D'autres, comme Médecins sans frontières. J'étais en visio lundi matin avec un des responsables de Première Urgence Internationale, France, qui revient de Gaza et qui nous a décrit une situation terrible, inhumaine, qu'on ne peut pas accepter. Donc oui, un cessez-le-feu tout de suite. Je pense que ça ne pourrait rendre service qu'au peuple israélien en plus. De faire en sorte que l'armée israélienne, Netanyahou, son gouvernement, stoppe cette boucherie. J'ai lu dans la presse des mots comme l'humanité ensanglantée, mais c'est tout à fait ça. Donc en tant que chrétien, on ne peut qu'espérer ce cessez-le-feu et le demander avec ardeur même. La libération des otages, évidemment. Et qu'ensuite, il puisse y avoir... peut-être sous l'égide de l'ONU, sous l'égide d'une certaine communauté internationale qui, ma foi, n'est pas très, très à la hauteur, mais en tout cas, voilà, qui pourrait convenir, non pas de négociation, mais de dialogue et de perspective pour une paix rétablie et enfin trouver une solution à ces deux peuples. Et les deux peuples le demandent. Enfin, moi, j'en ai discuté avec des Israéliens pour la paix, évidemment, des Israéliens de bonne volonté. Heureusement, ça existe. C'est pas tout noir ou tout blanc. Et qui ne demandent que ça, qui n'en peuvent plus, en effet,
Vous disiez, certains n'en pouvaient plus des attentats terroristes, mais ils n'en peuvent plus de cette situation. Ils se sont en danger, évidemment, et leur gouvernement n'est pas capable de les protéger. Et ça, c'est insupportable de la part de citoyens de se voir mis en danger par un gouvernement qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. Donc voilà, c'est tout ça en tant que chrétien qu'on peut espérer. Et vraiment, les citoyens des deux peuples l'attendent. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. On le voit partout où les citoyens israéliens répondent, résistent. Évidemment qu'ils ont été meurtris, mais nous avons été meurtris par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et certains sont meurtris par ce qui se passe à Gaza et disent « Stop, arrêtez, arrêtons. Faisons taire les armes, arrêtons. » Et voilà, et asseyons-nous autour d'une table et trouvons des solutions, non seulement humanitaires, humaines, mais politiques, à cette question qui dure depuis... tellement d'années. Depuis 48.